Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Top Chef épisode 2 à 5. Je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour Top Chef, mais j'ai été débordé ces derniers temps et je vais pas vous mentir, le fait qu'il y ait koh Pékin Express et Top Chef en semaine, c'est pas une question que ça soit tous les trois en même temps, c'est que ça soit tout en semaine, et bah ça me fait des semaines extrêmement chargées entre les visionnages, entre mes cours, entre tout ce que je fais, etc. Donc j'essaye de faire au mieux pour essayer de garder une certaine régularité sur toutes les reviews et j'ai privilégié effectivement koh et Pékin Express parce que vraiment c'est des programmes qui se prêtent très bien à la review. Top Chef c'était un peu plus compliqué parce que je peux pas goûter, je peux pas vous donner mon avis sur ce qu'ils ont mangé puisque bah j'étais pas là, je vous garantis que j'étais pas là, j'étais ailleurs. J'ai un alibi, il y a un alibi en béton, truc de fou. Mais voilà, j'espère quand même que j'espère que vous serez là et que ça vous plaira, surtout que j'ai vu que Anto avait arrêté de faire les vidéos sur Top Chef, ce qui est vraiment dommage parce que j'adorais ses vidéos sur Top Chef. Mais voilà, c'est vrai que là on est un peu tous logés à la même enseigne, j'ai envie de dire ceux qui sont passionnés des émissions de télévision de ce type-là. Donc on essaye de faire au mieux, j'espère que vous nous pardonnerez, qu'on puisse pas tout faire, enfin qu'on essaye de tout faire, mais voilà. Je dis ça, par exemple, j'ai même pas réussi à faire toutes les vidéos que j'avais prévues, parce que j'ai des vidéos sur les comics à sortir aussi, que j'ai pas pu sortir. Donc il va falloir que j'essaye un peu de... Et même les matchs de l'équipe de France ne vont pas nous arranger, puisqu'ils arrivent en week-end, donc il n'y aura pas de koh qui va sauter la semaine prochaine, donc ni Top Chef, ni Pékin Express d'ailleurs. Donc clairement, on repart pour une bonne semaine et une bonne partie en intense. Ceci étant dit, j'ai parlé longtemps pour ne rien dire, donc on va démarrer tout de suite avec l'épisode 2. Alors j'ai fait le choix de ne pas faire des reviews complètes, c'est-à-dire que je vais juste vous revenir sur les grandes lignes de l'épisode, mais surtout, ce que je trouve le plus intéressant dans la review, c'est donner mon avis, c'est-à-dire vous dire qu'est-ce que j'en pense. Alors déjà, je vais donner un avis général, c'est que pour l'instant, je trouve que l'émission est pas mal, elle est pas mal, c'est sûr que Pékin Express a tellement mis la barre au-delà de tout, que même la saison de koh qui je trouve quand même globalement bonne, elle est en dessous de celle de Pékin Express, vraiment. Et Top Chef, ils font une bonne saison, mais pareil, elle est en dessous de celle de Pékin Express. Mais parce que Pékin Express ont repoussé les limites de nos standards très très loin. Si vous regardez pas Pékin Express et vous regardez pas mes reviews de Pékin Express, n'hésitez pas. Clairement, c'est une émission à ne pas rater. Ceci dit, je passe quand même un excellent moment devant Top Chef, mais pas sur toutes les épreuves. Il y a des épreuves où j'ai été extrêmement dubitatif sur ce début. Je vais vous en parler. Alors, il y a eu des trucs incroyables et des choses beaucoup moins incroyables. Alors déjà, je vais parler de la première épreuve. C'était l'épreuve du maïs avec le chef Pia León, qui est la meilleure chef du monde. Chef avec un E, c'est-à-dire la meilleure chef féminine du monde. Paf, comme ça place le truc, la femme elle arrive, boum, meilleure chef du monde. Alors, première remarque, et ça va se confirmer sur tout le long de l'épisode, enfin tout le long de la saison depuis le début, il y a énormément de chefs étrangers. Là, depuis le début, là, parce que ça va se confirmer, ils vont faire venir une chef britannique, il va y avoir Mauricio, etc. Enfin bref, il y a pas mal de gens. Ils ont fait venir énormément de chefs étrangers. Alors, attention, tu vas pas tomber dans un côté chauvin, il faudrait des chefs français, quoi que ce soit, machin. Mais on est le pays de la gastronomie quand même. Non mais sans déconner. C'est-à-dire que, oui, attention, bien sûr qu'on peut faire venir des chefs de l'étranger, et c'est pas un problème. Je veux dire, en plus, souvent, ceux qui vont venir ont une expertise, quelque chose en plus. Mais là, bon, elle est la meilleure chef du monde, pourquoi pas, ok. Mais la femme qu'ils ont fait venir, là, par exemple, cette semaine, qui est la chef anglaise, alors ok, elle est très bien. Elle est très bien. Mais on n'aurait pas pu trouver une femme chef qui pourrait faire l'épreuve d'une manière après assez satisfaisante? Je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé ça dommage parce que vraiment là, on a beaucoup de chefs étrangers. Et pour le pays de la gastronomie, je trouve que ça fait tâche quand même. Ça fait tâche parce qu'on le sait. Enfin, je le sais parce que c'est une culture. Nos chefs étoilés français n'ont rien à envier normalement aux chefs du monde entier. On a parmi ce qui se fait de mieux. Donc, et pourquoi pas récupérer des Thierry Marx qu'on a vu en plus dans une vignette. Alors c'est vrai, il a fait partie du casting des jurys de Top Chef, mais est-ce qu'il aimerait pas revenir faire une épreuve? Pourquoi pas? Christian Constant, etc. etc. Enfin bref, Jean-François Piège qui revienne faire une épreuve, enfin proposer une épreuve, même s'il est sur une autre émission aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, on a quand même des très grands noms de la cuisine, et je vous en passe tous ceux qu'on connaît, évidemment, les Pierre Gagnère, tout ça. Ceci étant dit, j'imagine bien que pas mal d'entre eux vont finir par revenir au fond de la saison. Mais c'est vrai que ce début de saison, il n'y a que des chefs américains, enfin pas américains, mais que des chefs étrangers. En plus, ils parlent pas la langue en plus. Alors c'est tout traduit, donc déjà ça fait qu'ils sont cool, mais c'est hyper dur de nous traduire presque, enfin c'est très dur. Et puis en plus là, les chefs qu'ils ont choisis parfois c'était des chefs qui aimaient tout. Alors c'est très compliqué, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, bon ceci étant dit, donc ce deuxième épisode a marqué le début de deux choses. C'est la brigade solitaire, brigade donc qui va se renommer
Tempête et Pépère, on en reparlera tout le long de cette review parce que c'est un peu le thématique de cette review, voilà, je pense que je vais mettre ça dans le titre. Tempête et Pépère avec Élise et Arnaud, clairement c'est les deux qui me marquent le plus depuis le début, parce qu'ils sont cool, parce qu'ils sont marrants, parce qu'ils sont sympas, et puis je trouve qu'ils cuisinent bien, et surtout Élise il apporte quelque chose qui est assez sympa, c'est il apporte de la cuisine qui n'est pas du territoire métropolitain, mais d'ailleurs. Il apporte de nouvelles spécialités, des nouvelles choses, etc. Et c'est toujours cool. Moi j'adore quand dans les candidats, il y a toujours des candidats un peu qui viennent avec une culture de cuisine, on va dire, d'un autre pays. Parce que c'est pas beau d'être français, c'est aussi on peut s'inspirer de pas mal de choses. Et il y a pas mal de candidats qui parfois voyagent ou autre. Et ça c'est plutôt à souligner sur cette saison. Et là clairement on a un candidat en plus qui a vraiment marqué ça dans sa cuisine. On découvre, enfin je découvre, parce que vous le connaissiez peut-être, mais moi je le découvre, Pascal, donc le candidat d'Objectif Top Chef. Alors j'ai noté deux choses. Vous voyez, je l'ai noté, la première ligne que j'ai notée, parce que en fait mes reviews elles sont faites au fur et à mesure. Je vous dis pas là, j'ai un nombre de pages, j'espère que ça va pas durer 1 heure parce que sinon vous allez me jeter des cailloux, je suppose. Hein non, on va pas faire ça quand même. On va essayer de tenir le rythme. Bon, ceci étant dit, j'ai noté, et donc je l'avais noté à l'époque, c'est-à-dire il y a 2 semaines, et ça s'est confirmé depuis d'ailleurs, que pour un gagnant et un candidat d'Objectif Top Chef, il ne semble pas avoir de retard technique. Quand je dis retard technique, ça veut dire que quand des fois, tu as des gagnants d'Objectif Top Chef qui arrivent, ils te disent en gros, ah ça je ne sais pas faire, ça je ne maîtrise pas, ça je ne connais pas, etc. Lui, à chaque fois qu'on lui avait demandé une tâche dans ce second épisode, mais son premier épisode pour lui, il avait l'air capable. Donc, on verra si ça se confirme sur la durée. Ça a l'air de se confirmer, mais il a l'air d'être au niveau technique. Après, ça va être bien sûr sur les idées, sur ce qu'il peut apporter, sur sa curiosité, etc. Mais ceci étant dit, par exemple, il n'avait pas l'air en retard donc par rapport aux autres, et donc il s'est super bien intégré dans sa brigade, et on l'a écouté, c'est-à-dire il propose des idées, il a l'initiative, et c'est un candidat actif de sa brigade. Donc, très bonne pioche. Je ne sais pas s'il était aussi bon dans Objectif Top Chef, mais en tout cas, clairement, il a l'air très fort. Ça se trouve, il va être éliminé la semaine prochaine et je vais passer pour un con, mais en tout cas, il a l'air très bon. Pour le moment, sur le papier, il a l'air très bon. D'ailleurs, la brigade de Philippe Etchebest a l'air très forte. Voilà. Pour la brigade de Glenviel, alors eux, ils vont faire un plat avec un côté maïs, dans le côté mexicain du maïs, voilà, il y a un petit peu ce côté-là, avec une sorte de street food, donc avec un tacos soufflé. Je l'ai noté parce que j'avais trouvé ça, l'idée comme ça, géniale, et je trouve que de plus en plus, il y a un peu cette volonté d'anoblir la junk food comme on l'appelle, ou en tout cas la street food, de plus en plus je trouve dans les saisons de Top Chef qui continuent. On se souvient évidemment et autres élucubrations qu'on a pu lire, mais en tout cas voilà, c'est intéressant et donc je l'ai noté. Pour Hélène Darroze, elle, sa brigade, donc un élément intéressant c'est que 2 candidats sont déjà allés au Pérou, et donc ils ont parlé, alors je sais pas si c'est vrai, je l'ai noté, qu'il y aurait eu une sorte d'émigration d'une sorte de gastronomie japonaise au Pérou. Alors, je vous cache pas que ça me semblait pas d'une évidence folle quand on regarde la carte du monde. Et ceci étant dit, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein. Mais voilà, donc, élément intéressant, on apprend des choses en géographie, et pourtant, vous le savez, je suis historien-géographe, mais je connais pas très bien le Pérou, je vais pas vous mentir, je suis pas spécialiste de la culture péruvienne, mais voilà, élément intéressant, mais bon, j'ai pas pu le vérifier, hein, je ne l'ai pas sourcé, c'est source BFM TV, évidemment. N'hésitez pas à vous adresser à qui de droit sur cette question, parce que personnellement, je ne sais pas. Alors, ils ont un système cette saison un peu étrange pour la qualification. C'est ce qui fait d'ailleurs que quand j'ai fait ma review, quand je l'ai écrit au début, je fais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, donc, la première ou les 2 premières brigades sont qualifiées par exemple, puis la 3e brigade, alors là au début parce qu'il y avait 5 brigades, hein, donc, parce qu'il n'y en a plus que 4. 3e brigade aura un candidat qualifié, les 2 autres ne sont pas qualifiés. Dans la 5e brigade, ils ont 0 qualifié, et la 3e brigade, par exemple, a 2 qualifiés. 3e brigade, 2 qualifiés, 4e brigade, 1 seul qualifié, 5e brigade, 0 qualifié. Et donc tu te retrouves en fait, ils vont faire un suspense, et alors hyper étrange, mais vous allez voir parce qu'en plus je trouve que ça dénature le propos. Dans le côté de, en fait ils ont essayé de faire une sorte de duel, mais à la fin, ils ont révélé le 2 et le 5e en dernier. C'est-à-dire que ils ont révélé, c'est en gros on a l'impression que le 2 et le 5e, ils sont à égalité. Tu vois ce que je veux dire? Quand on les révèle à la fin. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de suspense. Soit ils sont derniers, soit ils sont 2e. En vrai, si vous réfléchissez en termes de notion, ça veut dire que dans le duel final, il y en a un qui est nul, enfin nul, tout est relatif, hein, évidemment, et il y en a un qui est 2e. Pourquoi ils font pas une opposition 2e, 3e? Parce que c'est pas suffisamment intéressant.
parce que ceux qui sont 5e, eux, ça veut dire qu'ils sont éliminés tout de suite, pas éliminés, dans le sens ils sont aucun qualifié, et les autres, ils ont tout qualifié, donc ça fait une énorme explosion de joie. Mais c'est vrai que ça fait des oppositions qui n'ont pas vraiment de sens, parce que ils sont pas du tout au même niveau, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est complètement à la rue, etc. Alors ça fait un ascenseur émotif, pourquoi pas, mais un peu étonnant sur le papier. Donc, le numéro 1, ça va être la brigade de Philippe Etchebest, premier. En numéro 3, Glenviel. Donc Renaud, il est volontaire pour rester, voilà, il choisit de rester, on en reparlera. Pour Glenviel. Les brigades numéro 4, c'est la brigade solitaire. Donc eux, complet, hein, donc pas le choix, il n'y a pas de choix de chef, hein, puisqu'ils sont à la brigade solitaire, donc ils sont obligés de rester au complet, et ils ne sont que 2 de toute façon. Et la 2 et la 5 sont révélées, et donc c'est soit Hélène Darroze, soit la brigade de Paul Perret. Mais comme je vous l'ai dit, c'est bizarre d'opposer ces deux équipes, c'est pas ni premier ni deuxième. Mais en fait, parce que en fait, ça n'a aucun intérêt d'opposer les premiers et deuxièmes, si vous m'avez suivi. Parce que premier et deuxième, ils font premier ou deuxième, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas grave, ils sont tous les deux qualifiés. Donc bon, hyper étrange, je comprends pas tellement, pour moi ils devraient faire un peu autrement, mais bon, pourquoi pas. Et donc là, Hélène Darroze découvre, enfin la brigade d'Hélène Darroze découvre qu'ils sont derniers. Donc c'est bien la brigade de Paul Perret qui est deuxième. Et élément intéressant, c'est que Louise, parce que voilà, elle se sentait une connexion avec cette femme, puisque c'était la meilleure chef du monde. Donc le côté féministe, tout ça, vous connaissez. Elle s'est dit, elle va aimer ce que je fais. Elle était dégoûtée. Ah, dégoûtée. Ah ouais, ah non, elle est pas féministe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah non, parce qu'elle goûte à l'aveugle. Vous risquez pas de savoir? Ah ouais, risquez pas de savoir, il fallait lui écrire sur la... Je plaisante évidemment, ne me jetez pas des cailloux. Je dis ça dans le sens de... Elle était vraiment dégoûtée. Parce qu'elle pensait vraiment qu'elle allait lui plaire, qu'elle la comprenait. Surtout qu'en plus, la brigade d'Hélène Darroze, je vous l'ai dit, il y avait des candidats qui étaient allés au Pérou. Donc et la candidate, et la chef avait un côté un peu, voilà, elle avait ce côté-là. Donc voilà, il y avait tous les atouts pour qu'il gagne. Elle était deg. Mais vraiment deg. Donc rien ne va. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, donc, Francis Palman arrive. Donc là, j'ai noté le mec qui s'appelle le maître du feu. Alors là, j'ai dit, waouh, purée, mais c'est un Marvel, ce truc. Bon, alors il nous prépare un truc avec des pommes de terre et de la viande. Et j'ai noté, ça semble quand même un peu gras, cette affaire. Parce que, bon, je veux bien qu'on glorifie, tu vois, les chefs qui arrivent, etc. Mais franchement, ça semblait, tu vois, c'était bien gourmand, bien machin et tout. Paf, tu manges ça, t'es sûr que tu abolis la famine dans le monde. Parce que ça avait l'air d'être bien costaud. Donc... Ce qui est très drôle, c'est Francis Palman, il m'a fait marrer parce que il y avait un côté très Willy Wonka. Alors là, attention, je fais des références d'un autre monde, hein, mais c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, professeur de français et d'histoire-géographie. Parce qu'il commence à leur dire, il leur dit, il faut savoir utiliser le feu, le sentir, se l'approprier, etc. Ça m'a trop fait penser à Willy Wonka quand il arrive dans sa chocolaterie et qu'il explique le chocolat, il faut qu'il soit léger, mousseux, etc., etc. Que je fais travailler d'ailleurs avec mes élèves, c'est pour ça que ça m'a fait penser. Donc bon, certains sont seuls, certains sont à deux. Donc dans la brigade de Hélène Darroze, Louise va se mettre toute seule et les deux garçons vont se mettre ensemble. Bon, je vous en parlerai juste après. Je me suis dit, tiens, ça va peut-être être un peu le propos de dire, il vaut mieux que Louise soit toute seule parce que comme ça elle réussira mieux, et les deux garçons tout seuls, ils réussiront mieux. Ah bah dis donc, c'est ce qui s'est produit. Bah voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, puisque Louise finit premier, et puis ensuite, première, et Thibaut et Wilfried finissent deuxième, donc la brigade d'Hélène Darroze finit au complet. Donc morale de l'histoire, il vaut mieux qu'ils travaillent séparément. Voilà, alors bien sûr je plaisante parce que c'est pas ça la morale de l'histoire. La morale de l'histoire, c'est juste qu'elle avait une meilleure idée cette fois-ci et que là, ils peuvent se rater. C'est un plat qui peut se rater. Mais quand même, j'ai trouvé ça un peu regrettable, entre guillemets, que tout de suite, ça parte là-dessus. C'est un peu dommage. Bon, dernière chance, le thématique, c'était la courge. Voilà. Et donc, Arnaud va finir premier. Élise va finir second. Donc on sait que tous les deux sont qualifiés, mais Arnaud sera le seul à pouvoir changer de brigade, Élise est juste qualifiée. Et donc on sait que Renaud finit troisième, qui s'était sacrifié, si vous avez suivi ce que je vous ai dit au début, dans la brigade de Paul Perret. Non, de Glenviel, excusez-moi. Et alors, élément intéressant, c'est qu'il avait choisi de rester au tout début, donc grosse surprise, et surtout c'était celui qui était revenu. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans la première review, c'est celui qui était revenu. Donc on se disait, ah gros profil, il va arriver avec une grosse mentalité, boum, deuxième épisode, il est déjà dehors. C'est vrai que ça fait mal. On va pas se mentir, j'étais hyper surpris, j'y croyais pas, moi j'étais sûr qu'il allait se qualifier. Je me disais, il va y avoir un côté un peu belle histoire, il revient et tout, et paf, il part tout de suite. Donc c'était terrible. Donc Arnaud n'est plus solitaire et intègre la brigade de Glenviel, et ça marque la fin de ce deuxième épisode. Bref, un épisode assez intense comme vous pouvez le voir. On passe maintenant à l'épisode 3. Alors l'épisode 3, intéressant. Angel Leon donc, est le chef qui va présenter la première épreuve et il va présenter le dessert de la mer.
Alors là, on a perdu Paul Perret, on l'a perdu définitivement. Parce qu'il arrive, il nous sort cette vanne d'un autre monde. Mais ça m'a fait rire, je suis désolé. Moi, je suis très très faible là-dessus, ça me fait rire. Il arrive, il s'adresse à Philippe Etchebest et il lui dit « Attention, hein, c'est le dessert de la mère, c'est pas le dessert de ta mère. » Voilà, il m'en faut peu, hein. Il m'en faut peu, mais j'ai trouvé ça génial. Ceci étant dit, donc pas mal de prestations intéressantes et donc des alliances inédites. Donc on va revenir sur les plats proposés. Huîtres et pommes, ça existe. Ils ont réussi à faire un truc super sympa d'ailleurs. Meringue et moule, alors eux, moi je me suis dit jamais ils vont y arriver. Parce que meringue et moule, j'ai fait qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire. Saint-Jacques praliné, alors ça, pour ceux qui ont déjà mangé de la Saint-Jacques, je me suis dit ça va, parce que la Saint-Jacques ça n'a pas trop de goût. Donc dans l'absolu, ça se marie presque avec n'importe quoi. Mais meringue moule, oh, putain. Et alors oursin poire, alors là j'ai fait oh mon Dieu Seigneur, mais je tire ça au sort, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Enfin, de toute façon, avec aucun des quatre, d'ailleurs, je sais ce que je fais. Hein, mais bon, 8 pommes, pardon, tu te dis, bon, allez, à voir, parce que 8, ça a quand même un côté très iodé, très salin. Donc, bon, voilà, mais ceci étant dit, ça peut peut-être matcher, il y a peut-être moyen de trouver un truc. Mais franchement, meringue, moule, c'est très sucré la meringue, le moule, bah, franchement, gustativement, c'est pas fou. Souvent, les gens, ils disent ils aiment bien les moules, mais c'est un peu comme ceux qui vous disent qu'ils aiment bien les escargots. Ils aiment pas les escargots, les gens. Les gens, ils aiment pas les escargots, hein. Ils aiment la persillade qui parfume les escargots, en fait, c'est ça qu'ils aiment. Bon voilà, donc ils partent de là-dessus, donc ça va être pas mal de belles préparations, avec des très beaux trucs, franchement c'était super cool à voir, et puis surtout vu que le défi était assez dur, tu voyais que les candidats ils se creusaient la tête, ils disaient qu'est-ce que je vais faire quoi. Et ça c'est plutôt cool, j'aime bien quand il y a des épreuves comme ça qui les poussent un peu dans leur retranchement, après ça donne pas toujours des merveilles, mais au moins c'est plutôt cool. Donc l'équipe qui va gagner c'est l'équipe de Paul Perret, et la deuxième c'est l'équipe de Philippe Etchebest. Ensuite, donc on a l'épreuve, donc je reviens pas trop là-dessus parce que vraiment il y avait, comme je vous l'ai dit, j'ai dû faire des choix pour pas que la review soit trop longue. Épreuve d'Alexandre Gauthier. Alors écoutez bien la thématique de l'épreuve parce que j'ai été assez déçu. Donc le chef français arrive en plus, c'est plutôt cool. Mais il arrive, il dit bah voilà, on va faire une épreuve sur le classique poulet. Voilà, le poulet. C'est tout, il n'y a pas de thématique, il n'y a pas faire une association originale avec le poulet ou je sais pas quoi. Non, c'est vous revisitez le poulet quoi. Parce que ça aura une importance. Bon, j'ai noté thème peu original. Et donc, bah, les candidats, ils font du bien. Hein. Franchement, ça a l'air sympathique. Mettez pas, vu que je vous rappelle qu'on peut pas goûter. Hein, je vous rappelle hein, que les reviews sont forcément... Mais ça semble pas si impressionnant que ça. Parce que, bah voilà, ils préparent leur viande, elles sont bien cuisinées. C'est toujours à peu près bien cuit. Bon, heureusement qu'ils savent cuisiner un poulet, on va pas se mentir. Franchement, voilà quoi. Puis voilà, mais c'est pas... On a vu mieux, disons. On a vu mieux. Et clairement, ça, je trouve que ça n'a pas fait sortir le meilleur des candidats. Ceci étant dit, j'ai quand même noté 2-3 trucs. Comme par exemple Louise qui a fait un riz au sang. Je sais pas dans quel monde ça donne envie. Il y en a peut-être que ça donne envie, mais moi, pas tellement. Lucie, elle va faire un millefeuille de pot de poulet. Ça avait l'air sublime. Par contre, je me suis dit pareil, hein, pour votre régime, c'est pas génial, mais ceci étant dit, c'est très beau. Logan, lui, va partir sur une ballotine de poulet avec de la pomme. Oui, parce qu'il s'est dit que c'était bien les associations un peu improbables, et on va repartir là-dedans. Mais Paul Perret n'est pas convaincu. Il a dit, Jean-Jacques, je suis pas convaincu. Ils vont un peu s'accrocher, mais il n'arrivera pas à le faire changer d'avis. Logan, il est sûr de lui, il pense que ça va marcher, etc. La dégustation lui donnera tort, et elle donnera raison au chef. Ceci étant dit, dans l'histoire de Top Chef, moi j'ai pas envie de lui jeter la pierre. C'est vrai que ça fait un peu de tête dure, machin, mais dans l'histoire de Top Chef, c'est sûr qu'il faut écouter ton chef de brigade, évidemment. Mais il y a eu des fois des choses où tu t'es dit, ça marche pas, et puis ça marche. On n'aurait peut-être jamais eu la salade de fruits, comme ça en damier de Jean Imbert, s'il y avait eu les brigades. Parce qu'il lui aurait dit, mais n'importe quoi, ça va pas marcher ton affaire. Et au final, ça a marché. Donc, et ça a fait un plat mythique et tout le monde s'en souvient. Et moi, dès que je citais un plat de Top Chef, quasiment, je me souviens de ce truc. Le chef qui mange ça et qui fait, mais waouh, mais qu'est-ce que c'est, j'avais jamais mangé de salade de fruits comme ça, c'était incroyable, etc., etc. Bref. En tout cas, voilà, donc il n'était pas convaincu. Et bon. Et alors là, j'ai noté. Alors là, ça fait méchant. Donc le chef va manger, donc Alexandre il bouffe, machin, etc. Voilà, comme je vous l'ai dit, les chefs sont assez consensuels les 3/4 du temps. Mais alors là, attention les enfants. Pour l'une des dégustations, il arrive, il dit... il mange son poulet. Il regarde le candidat et puis il fait... C'est un bon poulet du dimanche, maîtrisé. Ah là, ça fait mal. Le candidat PLS au sol, il est au sol parce que... En fait, on pourrait se dire, c'est sympa, mais en fait, c'est pas du tout sympa. Ça voulait dire, en gros, c'est un poulet du dimanche. Comme bah, moi, je suis chez mon poulet au marché ce matin. Super.
Mais c'est un poulet, comme on le trouverait dans une rôtisserie, tu vois, mais sans le côté Top Chef, quoi. J'ai trouvé ça hyper méchant, quoi. Paf, c'est un poulet du dimanche maîtrisé. Ah, il maîtrise le poulet du dimanche, bravo, félicitations. Ah bah là, le cuisinier était à terre, au sol, terrible, donc c'était assez formidable. Ceci étant dit, donc Lucie va remporter la victoire pour donc la brigade de Glenviel. Elise va arriver deuxième, donc élément intéressant. Et pour donc on sait que Elise va intégrer une brigade. Dernière chance, donc Logan et Michael vont être automatiquement là-bas. Hélène va choisir Thibaut et Glenviel va choisir Tania. J'étais pas convaincu par son choix parce qu'elle n'avait pas démérité, je trouve. Les candidats de filles, en plus, je trouve que souvent ils les protègent un peu, parce qu'il y a assez peu de filles dans Top Chef souvent. Et c'est Tania quand même qui s'en va. Donc la thématique c'était le chou. Elle n'avait pas fait un miracle, mais j'ai envie de dire personne ne s'était raté particulièrement. Et Logan ne se fait pas punir. J'avais qu'une peur, je vous le cache pas, c'est que Logan se fasse punir parce qu'en gros, Logan il était parti dans son truc avec le chef et que là, à la fin, un peu la morale de l'épisode, c'était de dire. Oui, il écoute pas ses chefs, il est un peu borné, etc. Je rappelle qu'à l'épreuve finale, de toute façon, il est tout seul, donc de toute façon. Mais non, il s'en sort bien justement pour l'épreuve finale. Donc voilà, j'ai bien aimé parce que la morale, c'est pas que... voilà, c'était plutôt bien. Et donc, Elise, élément intéressant, se retrouve à nouveau dans la brigade de Glenviel. Et donc, Glenviel a perdu 2 candidats en 2 semaines. Bon, il n'a pas perdu de candidat puisqu'il se retrouve à chaque fois renforcé. Mais ça veut dire que la brigade de Glenviel qu'il avait constituée au début avec 3 candidats, sur les 3 candidats, 2 sont partis tout de suite. Pour sa première saison, c'est un peu rude. Ceci étant dit, donc, retour de Tempête et Pépère. Formidable, formidable. Moi, j'étais content. Clairement, je me suis dit, ça va être cool. Tempête et Pépère, le retour, le comeback de nouvelle version. Et donc, on va voir ce que ça va donner pour l'épisode 4. Épisode 4 maintenant, et c'était l'épisode très attendu, puisque Alexandre Mazzia était attendu pour l'histoire avec Lucie. La fameuse histoire avec Lucie, qu'elle n'était pas sérieuse dans son travail et que donc elle n'avait pas pu prouver face au chef Mazzia qui voulait lui proposer, lui faire confiance, machin, etc. Bref, un énorme bazar. Et donc elle avait hâte de le retrouver pour lui montrer que justement elle avait progressé. Donc énorme engagement sur cette épreuve et ça va complètement la briser. Parce que elle va être très coincée, elle va avoir du mal, elle se met beaucoup de pression, trop de pression, elle va avoir du mal à cuisiner, bref, ça va être très compliqué pour elle. Au final, et ceci étant dit, moi j'ai fait beaucoup de vannes sur Twitter là-dessus, t'imagines, elle fait venir le chef et puis elle lui raconte une histoire improbable, genre, je suis enceinte de vous, nous attendons un enfant depuis 3 ans, je vous révèle votre enfant caché ou je ne sais quoi. Bon, non, rien de grave à ce point-là, mais c'est vrai que ça l'a mis dans tous ses états. Donc il fallait faire une association inédite. Et alors là, si je vous ai dit que la semaine dernière c'était des trucs de fou furieux, mais alors là ils sont partis dans un autre monde, donc il fallait tirer au sort. Donc la brigade de Philippe Etchebest, ils vont tirer... j'ai l'impression d'annoncer dans Spartacus. Melon avec capre. Donc 2 produits qui n'ont rien à voir. En plus le melon c'est gorgé d'eau, donc c'est pas très nourrissant. Donc bref, je me suis dit bon, pas génial comme choix. Donc évidemment, on sait qu'il y a le chef Mazzia qui est là pour Lucie, hein, on l'oublie pas. Brigade de Paul Perret, banane et avocat. Ça me semblait difficile, mais en même temps par contre c'est des produits qui sont au moins intéressants à travailler. Parce que le melon, on va pas se mentir, c'est quand même très... Enfin voilà, c'est pas un produit si génial que ça à travailler. La brigade d'Hélène Darroze, ça faisait violent, c'était du chocolat bacon. Et la brigade de Glenviel, c'était la moutarde avec de la myrtille. Pareil, pas évident sur le papier comme ça. Hein. Donc clairement, au tirage au sort, moi si j'avais dû prendre, je pense que j'aurais pris banane avocat. Ça me semblait peut-être moins rude, parce que chocolat bacon, on va pas se mentir, c'est très gras le bacon, très sucré le chocolat. Boum, je sais pas trop comment tu t'en sors de ce truc-là. Ça fait des chocs à pic, je suppose, mais bon. Et là, j'ai noté un truc. Alors, je l'aime beaucoup, Alexandre Mazzia, mais impossible de vous faire un pronostic et impossible de vous donner un avis sur les assiettes, à part qu'il y avait des trucs jolis, etc. Parce que il a tout aimé. Ah, il a tout aimé. Tout était bon. Impossible de vous faire un classement. J'ai aucune espèce d'idée comment il a réussi à classer parce que tout était bon. Donc, impossible de faire un pronostic. Donc là, même truc que l'autre fois. En deuxième position, c'est la brigade de Paul Perret. Ce qui fait qu'il ne donne pas le premier, en fait. Troisième position, brigade de Glenviel avec myrtille moutarde. Donc grosse déception pour Lucie parce que elle n'est pas bien classée. Et les premières places, ça sera pour la brigade de Philippe Etchebest une nouvelle fois. Et clairement, comme je vous le dis, ils s'imposent comme les favoris pour l'instant du concours. Ils seront donc qualifiés et les derniers, ce sera la brigade d'Hélène Darroze. Et vous voyez, en fait, à la fin de la révélation, ils révèlent le premier et le dernier. Ça veut dire qu'en gros, tu as la meilleure assiette ou la pire assiette. Donc en gros, l'ascenseur émotif est énorme. Ceci étant dit, c'est bien pour le divertissement et tout, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant parce que, en gros, tu te dis, ah ouais, j'ai peut-être premier, et non, en fait, dernier. T'es même pas second, t'es dernier. Au revoir. Allez, rentrez chez vous.
Donc Lucie va rencontrer le chef Matzia. J'ai rien à vous dire là-dessus parce qu'en fait au final c'était hyper cringe. C'était hyper cringe. Mais déjà c'était cringe de base. Mais là c'était cringe à mort. Cringe à mort. Donc voilà. Maintenant le chef Andouris arrive. Ok super. Donc lui il veut travailler sur le monde du froid. Ok. Et je l'ai marqué. J'étais hyper déçu. Hyper déçu par l'épreuve. Oh, alors il y en a par exemple, ils nous ont fait tout un truc pour au final juste servir une assiette dans un énorme bloc de glace. Bon, alors c'est vrai, hein, c'est beau hein, pour nous téléspectateurs. Mais clairement j'ai trouvé que ça les avait assez peu inspirés. Donc par exemple c'est Lucie qui va prendre un énorme carré de glace. Elle va juste creuser à l'intérieur, enfin je suppose qu'il est déjà creusé de base. Elle va présenter ses éléments dedans. Mais j'ai trouvé que c'était pas ultra intéressant. Voilà, bon Glenn et Paul Perret vont être très drôles pendant la dégustation, ils vont être très drôles, ils vont se charrier et tout, c'était vraiment marrant. Et donc le Lilian va remporter la victoire, donc plutôt intéressant. Bon, là un élément intéressant, c'est que je vous ai bêté plein dans le premier épisode que ça finit super tard. Là, énorme accélération, on n'a même pas le choix des chefs. En fait on le verra en flashback, c'est-à-dire que pendant qu'ils cuisinent, on va voir en flashback pourquoi ils ont choisi un tel et un tel. Donc pour la dernière chance, ça sera des fruits rouges salés, pas facile. Wilfried donc, a été choisi par Hélène Darroze et il va y avoir une interview du chef Thierry Marx pour nous dire toutes les qualités qu'il reconnaît chez Wilfried. Je me suis dit, tiens, ça fait un peu le portrait de Koh-Lanta, tu sais, genre on te met le portrait du candidat qui va se barrer le soir. Je me suis dit, ah merde, ça va nous révéler, donc j'avais noté tout de suite, je me suis dit, tiens, Wilfried va peut-être partir. Je vous le dis tout de suite, hein, point oracle, et ben non, il part pas, voilà, point oracle, je me suis trompé. Logan, lui, bah voilà, Paul Perret envoie Logan, parce que, bah, il veut pas envoyer Ambroise, sur une éliminatoire seule car il se sent pas prêt. Alors que Logan, il le sent prêt, puisqu'il l'avait déjà fait avant, et que voilà, pour lui, voilà, il sent qu'il est capable de... Et il aimerait le tester aussi sur une épreuve tout seul, Ambroise, avant de l'envoyer sur une épreuve vraiment décisive. Et bah manque de bol pour Paul, c'est Logan qui s'en va, qui est éliminé sur une prestation plutôt moyenne. Ceci étant dit, bon c'était très compliqué parce que c'est des associations qui sont pas forcément toujours évidentes et son assiette n'était pas totalement maîtrisée et donc il part. Donc Paul Perret était très déçu parce qu'il n'avait pas du tout envoyé pour qu'il se fasse éliminer, il l'avait envoyé parce que voilà. Donc l'histoire de Logan en fait sur la totalité, c'est qu'il suivait pas trop les conseils du chef, mais il avait gagné quand même un certain respect du chef parce que ça voulait dire qu'il avait reconnu son talent et son niveau, qui de toute façon ils ont tous un excellent niveau, etc. Mais voilà, et malheureusement ça s'arrête très tôt pour lui, j'étais déçu parce que je trouvais qu'il avait du potentiel, mais bon, il s'arrête un peu tôt pour la compétition. On passe maintenant à l'épisode 5, donc l'épisode de cette semaine, avec une chef anglaise qui est arrivée, chef triplement étoilée, Claire Smith. Bon, sa thématique c'est l'oignon. Il faut travailler l'oignon, il faut que ce soit un plat principal du plat. Je me suis dit, un élément principal du plat, je me suis dit ça va, franchement c'est pas trop hardcore, pour deux raisons. C'est que l'oignon, je l'ai déjà vu travailler dans pas mal de trucs différents, alors bien sûr il y a la soupe à l'oignon, etc. Mais en fait c'est un truc qui a beaucoup de goût, et qui quand on le cuit, peut avoir un côté un peu comme une viande, un peu, c'est-à-dire que ça dégage beaucoup de goût. Et je me suis dit, il peut vraiment s'éclater dessus. Et clairement, je trouve que ça a donné beaucoup de très bonnes prestations. En particulier, parmi il y en a un qui a travaillé l'oignon, comme je vous l'ai dit, comme une sorte de pièce de viande. Et ça avait l'air super bon. Alors peut-être parce que j'avais faim, mais alors franchement, ça avait l'air bon. Ça, j'aimerais bien en manger parce que ça avait l'air incroyable. Donc, la brigade de Glenviel, Tempête et Pépère sont toujours là avec Lucie. Formidable. La brigade d'Etchebest sont toujours les favoris. Et eux, ils vont faire des oignons en ravioles. Donc la brigade de Glenviel, c'est eux qui vont traiter l'oignon en viande. Hein. Et l'oignon en ravioles, bah, il a été sublime. Franchement, l'assiette avait l'air super bonne. Et encore par hasard, on peut pas goûter. Hein. La brigade de Hélène Darroze, elle part sur une espuma d'oignons, grelots, avec du café. Et là, quoi? Et là je l'écris comme ça, je fais d'où ça y a du café là-dedans avec l'oignon et tout. Non, on n'est plus sur les associations improbables. Mais si, ça passe. Et avec donc des chips, enfin bref, c'était assez intéressant. Et la brigade de Paul Perret, eux, c'était des oignons avec du fromage, avec un côté un peu très croustillant, machin, un peu friand, on pourrait dire, même si c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, c'était intéressant. Et donc, la brigade d'Hélène Darroze, 2 candidats seront qualifiés. Donc, c'est seule Lucie qui va rester. Pour la brigade de Paul Perret, qui va donc finir 3e, puisque l'autre a fini 2e, Tempête et Pépère reste, et qui va qualifier les autres. Et donc là, question, c'est qui finit 1er ou qui finit 4e, d'accord? Donc premier, c'est la brigade de Paul Perret,
et cette fois-ci 4e, la brigade de Philippe Etchebest, qui avait été premier tout le temps. Sauf qu'on a l'impression depuis le début qu'en gros ils sont toujours premiers, et que les autres ils étaient pas loin de les battre, sauf qu'en fait, non, c'était premier ou 4e, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas toujours la même logique, hein, voilà, c'est pas toujours évident, mais en tout cas là, bon, ils se sont plantés, voilà, ils sont 4e, au revoir, allez hop, disqualifiés. Et là arrive le meilleur chef pâtissier du monde, en 2017, Dominique Ancel, qui va proposer la thématique qui est plutôt géniale. Dès qu'on a des trucs comme ça, le trompe-l'œil, dès qu'on a un truc comme ça, pour les téléspectateurs c'est génial, pour une raison, c'est que nous, là on peut juger certaines choses rien qu'au visuel. Donc il propose le dessert vivant, c'est un dessert qui s'anime. Et alors j'ai plein de choses à vous dire, parce que jusqu'à là, j'ai pas parlé trop des plats, mais alors celui-là, il faut vraiment que je vous en parle. Donc lui par exemple, son plat de présentation, c'est une fleur qui s'ouvre, et en plus il la brûle, donc vraiment, purée, il s'est fait flic, la fleur qu'elle s'ouvre, et après il finit par la brûler. Mais ça avait l'air incroyable. Il a inventé un truc qui s'appelle le cronut, qui est un mélange entre un croissant et un donut, voilà, hein, Homer Simpson serait content de l'entendre celle-là. Et donc, le but c'est de faire un spectacle. Et alors là, l'élément intéressant, j'arrive et j'écris, quoi? Le candidat il arrive et il présente déjà son plat. Et je vous le dis, tout de suite, on arrive, il présente le truc, et on les voit pas cuisiner. Je fais, alors c'est plus Top Chef là, c'est juste une émission, on mange juste la dégustation. Non, c'est pas possible. Et en fait, on voit le candidat, il apporte son assiette, et ensuite on le voit dans un flashback en train de cuisiner, où il nous explique comment il a fait, pour qu'ensuite il fasse son spectacle. C'est très étonnant. Alors je pense que c'était lié au fait qu'ils n'ont pas voulu, et je trouve que c'est pas mal en plus, hein, franchement c'est pas mal, hein, qu'ils n'ont pas voulu que les prestations s'enchaînent, c'est-à-dire en gros qu'il y ait toutes les dégustations qui s'enchaînent à la fin. Non, ça veut dire qu'à chaque fois tu as eu la préparation du candidat, plus son spectacle. La présentation du candidat, son spectacle. La préparation du candidat, son spectacle. Et clairement, ça a bien donné du rythme. Et je me suis pas du tout ennuyé. Parce qu'on aurait pu se dire, oh, c'est chiant, on les voit cuisiner, machin. Et on sait ce qu'on attend, c'est que le spectacle. Mais là, vu que il y avait vraiment de l'intérêt, c'est qu'on voyait si le candidat doutait, est-ce que ça marche pas et tout. C'était super intéressant. Donc je trouve que c'était une très bonne manière de le faire. Lucie, elle va miser sur un changement de couleur. J'ai trouvé ça sublime. Oh, comme c'était beau. C'est-à-dire qu'elle verse un truc, le truc il a une couleur bleue, derrière il est vert. Je fais waouh, c'est sublime. Pascal, lui, franchement c'est le gagnant objectif Top Chef, pardon. Je me suis dit, là sur une épreuve comme ça, il faut être créatif, il faut peut-être avoir des idées, il faut peut-être avoir une technique particulière pour pouvoir surprendre et pouvoir... il faut savoir faire des trucs comme ça. Je veux dire, moi je ne fais rien du tout. Hein. Moi, un truc qui s'anime, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, je sais pas. Donc, et là il arrive et je vois, il fait des trucs de ouf. Alors, donc il fait une balade automnale, et donc il va nous faire un sucre soufflé en coque. C'était super beau. Il utilise une nouvelle technique, machin, et là je dis, il s'est fait chier à faire un sucre soufflé qui est magnifique, et vous savez son idée, c'est de le fondre. Pourquoi faire ça? C'est-à-dire que le mec il s'est fait chier, il a fait un sucre soufflé, en plus ça lui a pris un temps fou, il a eu du mal et tout, c'était le bordel. Et là il se dit, la première chose que je vais faire c'est que je vais dessoudre mon sucre soufflé. Et bon écoutez, c'est pas grave, mais en tout cas il était sublime, c'est important, mais c'est vrai que c'était, tu te dis, tout ça pour ça, le pauvre. Voilà, Michael, lui, il va faire fondre une sorte de barbe à papa. Et fumer avec du houblon, de la poire de mémoire. Mais ça a globalement plutôt raté, ça n'a pas été concluant, et puis en fait parce que ça avait pris trop de... en fait ça a tué tous les goûts en fait, parce que le houblon c'est très marqué. Sébastien lui va utiliser un fer à repasser pour faire du caramel. J'ai rien à dire là-dessus, je trouve que c'était celui qui était le moins intéressant, en tout cas pour nous téléspectateurs. Ceci étant dit, il va quand même bien s'en sortir, on y reviendra. Arnaud lui va faire une meringue champignon glace carbonique. C'était très sympa à voir, ceci étant dit j'en ai pas gardé un souvenir impérissable mais c'était bien. Et Ellis, lui, va venir avec une idée de cacao. Il veut travailler sur le cacao, ok, très bien. Mais il n'a pas d'idée. Ah, il n'a pas d'idée comment on anime ça. Au début, on le voit préparer des trucs, il lance des choses. C'est très bien parce que j'aime bien les candidats aussi qui sont pas juste bloqués et qui disent putain, je sais pas quoi faire et je m'arrête. Non, lui, le mec, il a dit bon, j'ai pas d'idée, je sais pas comment je vais rendre ça vivant, mais je vais me lancer quoi. Et puis après, si ça passe, on verra bien. Et puis il finit par trouver quelques petites solutions. Clairement, tu sentais pas qu'il partait gagnant et ça va se confirmer, il va pas être gagnant. Ceci étant dit, ça aurait été une bonne surprise. Top 3 donc, qui va finir premier? Bon voilà, c'est sur le papier, je me dis bon, moi personnellement, celui qui m'a le plus impressionné c'est celui de Louise, mais je vais pas vous mentir, celui que j'avais trouvé le plus imaginatif et le plus machin, c'était Pascal. Eh ben c'est Pascal qui finit premier. Énorme surprise, le gagnant de Top Chef qui gagne sur ce genre d'épreuve où c'est vraiment de la technique, vraiment où faut maîtriser des choses et tout. J'ai trouvé ça exceptionnel, j'étais super content pour lui. Gros profil, attention les enfants.
Louise finit quand même deuxième. Donc je m'étais pas tant trompé que ça, ceci étant dit, j'ai jamais pu goûter, hein, mais en tout cas c'était assez impressionnant. Et Sébastien finit troisième alors qu'il ne m'avait pas marqué, mais il finit troisième. Donc je suppose que le produit, enfin en tout cas ce qu'il a fait était très bon. On arrive à la dernière chance, le produit imposé c'était le bœuf. Voilà. Pas vraiment, disons que c'est un produit très simple, c'est-à-dire que d'habitude ils vont un petit peu chercher les candidats, tu vois, là c'était juste le bœuf. Et là, moi je vous cache pas que je me suis tapé une fringale en les regardant, parce que j'adore le bœuf. Vraiment, je pense que comme beaucoup de gens qui aiment la viande, on adore le bœuf. Parce que c'est une viande qui est sublime, qui, voilà, dès qu'elle est bien préparée, et clairement ça m'a donné un appétit de ouf. Donc il y avait Élise, Arnaud et Michael. Michael, il va faire des spaghettis de pommes de terre, ça avait l'air trop bon, avec sa viande et tout, c'est trop beau. Et puis voilà, on va avoir pas mal de préparation, des choses intéressantes. Clairement, moi j'étais fan de tout, de toute façon, mais plus de Michael parce que voilà, ces spaghettis à la pomme de terre, c'était quand même très stylé à voir. Et justement, ça va être le coup de cœur, le premier coup de cœur de la saison pour Michael, qui va être qualifié. Et malheureusement, Élise, Tempête et Pépère se séparent puisque Élise est éliminée à cette partie de la compétition. La brigade du tigre est en PLS. Et Élise part avec beaucoup d'émotions, il voulait prouver parce que c'est quelqu'un qui a eu des grosses difficultés scolaires, etc., qui a eu du mal à trouver sa place, et il nous explique tout ça. J'ai trouvé que c'était très touchant, et il s'en va en plus, je crois que il passe par-dessus la table et tout, enfin c'était vraiment sympa, super candidat. Moi j'ai été content de le rencontrer, j'ai été content de le découvrir dans le programme. On verra quand on arrivera à la dernière chance, à la finale, pardon, s'il rappelle bien tous les candidats pour bien travailler dans la brigade. J'espère qu'il se retrouvera avec que les deux, Tempête et Pépère, se retrouvent ensemble, ça serait quand même très beau pour le symbole. Mais voilà, c'était très cool et j'ai beaucoup aimé son parcours et voilà, il peut partir à tête haute parce que je trouve qu'il a défendu quand même une cuisine un peu différente des autres et je trouvais ça sympa. Il part un peu tôt, c'est dommage, mais franchement c'était cool et j'ai beaucoup aimé son parcours, donc je lui souhaite le meilleur. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop long, j'ai fait au max, franchement j'ai fait au max, voilà, je pouvais pas aller plus vite pour pas que la review soit pas intéressante. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que l'attente en valait, c'est pas ça l'expression, que le jeu en valait la chandelle, voilà on va faire ça comme ça, que ça en valait l'attente, qu'en tout cas voilà, que ça valait la peine, ouais, c'est plutôt ça l'expression, que ça en valait la peine d'attendre, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un énorme pouce bleu parce que franchement, clairement, voilà, ça a été dur à sortir, mais elle est là. N'hésitez pas à partager cette vidéo si jamais elle vous a plu. Bien sûr, dans les commentaires, je vous attends pour répondre à ce que j'ai dit dans cette vidéo, si vous êtes d'accord ou pas. Et on se retrouve très vite, très vite. Et vous pouvez devenir membre soutien aussi. Devenez membre soutien, soutenez ce genre de vidéos, n'hésitez pas parce que clairement on en a besoin. Parce que là, je sais plus où donner de la tête, j'ai trop de vidéos à faire. Donc voilà, on se retrouve de toute façon nous très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao. Le dessert de la mer. Élément intéressant, bon là, Paul Perret, on l'a perdu puisqu'il nous lance un fameux... attention, hein, c'est pas le dessert de la mer. Je me suis trompé en plus, je rate ma vanne Je rate ma vanne Je rate la vanne. Est-ce que je le coupe? Je rate la vanne. Allez, je reprends.